Moi, ce qui me rend fière, c'est de m'être écoutée et d'être partie à Marseille, parce que Marseille te rend heureux. Je suis super heureuse d'avoir débarqué dans cette ville de fou et que j'ai l'impression que tous mes rêves sont réalisables ici et les Marseillais en sont pour beaucoup et cette ville en est pour beaucoup. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Lou Thomas, j'ai 27 ans et je suis céramiste à Marseille. Où est-ce que tu es née et as grandi ? Je suis née et j'ai grandi à Lyon, à la Croix-Rousse plus exactement. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 19 ans et après j'ai quitté Lyon pour Paris. Quand est-ce que tu as décidé de venir t'installer à Marseille ? J'ai décidé de venir à Marseille il y a 3 ans et je suis arrivée il y a 2 ans et demi. En fait, j'ai passé 7 ans à Paris où j'ai fait mes études de mode là-bas pendant 3 ans. Et en fait, j'ai rencontré mon copain et j'avais déjà pour projet de partir parce que j'étais céramiste depuis 3 ans et je sentais que je voulais autre chose, que je sentais qu'à Paris, j'allais pas être comblée dans mon métier et que j'avais envie d'avoir un peu plus d'espace, plus de liberté, plus d'être moi-même, voilà, d'avoir mon atelier, tout ça. Et je savais que ça... Enfin, j'imaginais que pour moi, c'était possible à Marseille. Et donc, j'en ai parlé à mon copain. On venait de se mettre ensemble et on est partis au bout de 3 mois de relation. Et on s'est installés tous les deux à Marseille. Nouvelle ville, nouveau départ. Et ça a été le meilleur choix de ma vie, je pense. C'est une sacrée aventure, dis donc. Ouais. Donc c'était en 2022 2021. On est arrivé en 2021, en septembre. Et moi, j'avais du coup, à ce moment-là, j'avais Stéphanie de Clay, de Paris, que je connaissais de Paris, qui m'a proposé un travail à Marseille en tant que prof. Du coup, ça a tout accéléré. Enfin, moi, je savais que je voulais venir à Marseille. Stéphanie avait déjà commencé son projet à ouvrir son atelier à Marseille, l'atelier Clay qui est au Vieux-Port. Et en fait, en discutant comme ça, je lui ai dit moi je pars à Marseille et elle me dit qu'elle allait ouvrir son atelier à Marseille. Donc je lui ai dit mais non, c'est dingue et ça a découlé qu'elle m'a proposé d'être prof là-bas. Donc je suis arrivée, j'avais pas encore d'appart. Mon copain travaillait encore à Paris. Moi, j'habitais chez mes meilleures copines et en fait, j'ai commencé à tous les lundis. Du coup, je faisais des allers-retours à venir donner des cours. Et ensuite, on a trouvé l'appart super rapidement. Donc, on s'est installé. Et après, j'ai trouvé mon atelier. Enfin, tout, depuis que je suis arrivée à Marseille, tout s'est vraiment enchaîné avec plutôt une bonne étoile. Donc, ça confirme que c'était un bon choix. Dans quel quartier tu vis aujourd'hui ? Je vis à la Joliette, donc à 15 minutes à pied de mon atelier. C'était pas du tout prévu à la base d'habiter là. Je me rappelle que je m'étais dit que je voulais tout sauf le 2e arrondissement, je sais pas pourquoi. Et en fait, on a trouvé cet appart qui est pas loin et je pense que j'ai une petite destinée de la Joliette vu que l'atelier est quai de la Joliette aussi. Donc c'est cool et puis ça commence à bouger donc c'est trop bien de pouvoir venir à pied, de pouvoir se balader. Je prends jamais le métro, je prends jamais le tram. C'est aussi une facilité et une sorte de liberté aussi de pouvoir faire ça, quoi. Est-ce que tu peux me décrire l'endroit où on est ? Alors on est dans mon atelier, mon tout premier atelier à moi. Et donc c'est
C'est l'ancien bureau de Somatrans, qui est du coup une société de transport maritime avant. Maintenant, ils font routier et tout. Donc j'adore parce qu'il a des immenses portes très anciennes et il y a le gros logo Somatrans dessus que je laisserai à vie. C'est drôle, il y a eu toute la famille d'une personne qui travaillait là avant, qui est venue avec toute sa famille, donc la dame devait avoir 70 ans. Et elle est rentrée comme ça à la Marseillaise. Elle est rentrée, elle a fait venir tous ses enfants, tout le monde. Et elle a dit, voilà, c'est là que je travaillais. Et elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, vous n'enlevez jamais le logo, j'ai dit promis. Donc voilà, parole. Cet atelier est vraiment génial. Ensuite, les propriétaires d'avant moi, c'était des sculpteurs sur bois et mosaïstes. Donc il y a beaucoup de détails artisanaux dans l'atelier que j'ai gardé. C'est vrai que moi je suis super attirée par le monde sous-marin et par la Méditerranée. Donc ça a été assez dingue de tomber sur un lieu où il y avait déjà des petits clins d'œil de ça. Et c'est sûr, je pense que moi ça m'a aidé à me lancer vraiment dans créer des collections qui soient vraiment sur le thème de la mer, où c'est vrai qu'à Paris j'avais toujours un peu cette idée, mais je pense que j'osais pas, et d'être à Marseille, c'est vrai que ça m'a poussée, et surtout de voir tous ces détails dans l'atelier. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai que j'ai pas hésité 2 secondes à emménager ici, quoi. Je me sens super bien ici. C'est vraiment un super beau lieu qui est accueillant, qui est dans une cour, ce qui fait que je trouve que souvent les personnes qui viennent disent qu'on dirait un peu l'Italie. C'est au bord de la mer, on entend le bruit, comme je te disais, des bateaux de croisière qui partent ou qui arrivent. Donc c'est un beau lieu de création, et c'est sûr que moi ça m'aide beaucoup à créer, à avoir de nouvelles idées, à être inspirée. J'ai fait des études de mode, mais après j'ai rien fait. Je me suis direct lancée dans la céramique en 2019, tout début 2019. C'est allé super vite en fait. J'avais pas les moyens vraiment de prendre des cours. Du coup, j'ai un peu appris de manière autodidacte et beaucoup des livres et YouTube. J'avais une super chaîne YouTube d'une Patricia du Sud, elle s'appelle, et elle m'a appris tellement de choses. Et donc j'arrivais à l'atelier où j'étais, et j'écrivais tout. Et ensuite, je produisais, donc le soir, je regardais les vidéos, j'écrivais sur mon calepin, et j'arrivais à l'atelier et je faisais étape par étape comment faire une tasse, comment faire un vase au colombin, tout ça. Et donc, j'ai appris de cette manière. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir aller c'était vers Poitiers. J'ai fait ma première sorte de résidence d'une semaine où on était 10 céramistes, et c'était marrant parce que c'était que des Anglais. J'étais la seule française vers Poitiers. Enfin, c'était assez fou, dans un village qui était avec plein d'anglais. Donc c'était fish and chips le vendredi. Tout était écrit en anglais. C'était trop drôle. Et j'ai pu apprendre plein de techniques, et qui ont ensuite découlé sur une rencontre qui a fait que j'ai pu partir au Mexique, et donc faire à ce moment-là une vraie grande résidence où j'étais nourrie, logée, et j'avais tout ce que je voulais pour apprendre et faire de la poterie avec des terres récoltées dans la montagne, de la cuisson au feu. Enfin, c'était la première fois que je faisais ça. Et tout a été écourté parce qu'il y a eu le Covid. Mais en fait, j'ai décidé de rester quand même au Mexique, et en final, ça fait que je suis restée 4-5 mois au Mexique à me faire une résidence un peu solo. Un petit monsieur est allé me récolter de la terre dans les montagnes. Il m'a dit, je pense que j'ai payé 2 € pour 50 kilos de terre. Et en fait, je me suis lancée à me dire, voilà, je vais pour la première fois faire moi-même ma glaise. Donc, on part d'un gros caillou, et comment on fait. Donc, je me suis un peu renseignée, puis après c'est assez instinctif, donc il faut piler, il faut
Il faut laisser un petit moment dans l'eau et puis après on met sur la pierre et la pierre absorbe l'eau et après on a une pâte et grâce à cette pâte tu peux faire ce que tu veux. Et donc j'ai commencé à me faire des petits vases que je prenais en photo, que je gardais en mémoire et ensuite je les remettais en boule et je refaisais et c'est comme ça que je me suis fait ma propre résidence au Mexique et ça c'est un très beau souvenir, ouais. Bah, c'est fascinant tout ça. Où est-ce que c'était au Mexique ? J'étais dans un petit village de pêcheurs, Puerto Angel, qui ont accepté. En fait, ils nous ont fait une sorte de petite carte d'identité où on était acceptés pour autant de. Enfin, je crois qu'il y avait marqué la carte durait 2 ans. On n'aurait pas pu rester 2 ans parce que avec le passeport on pouvait pas, mais on est resté avec mon frère parce que mon frère du coup faisait un documentaire au Mexique à ce moment-là et quand on a senti que la France voulait rapatrier tous les Français au Mexique, on s'est retrouvés et en fait on s'est dit viens on se fait une expérience ensemble et on a bien fait. On a vraiment bien fait parce que c'était le paradis sur Terre et c'est étonnant, ça doit être étonnant pour les gens que je dise que la période du Covid a été la meilleure période de ma vie. Au niveau juste de... Voilà, je sais les dégâts, mais c'est vrai que ça a été vraiment un très beau, un très chouette moment. Oui, tu t'es trouvée professionnellement. Et je me suis trouvée professionnellement, donc c'est sûr qu'en rentrant ensuite en France, je m'étais pas rendu compte que... parce que je postais beaucoup sur les réseaux, qu'en fait, mon histoire intéressait un peu plus qu'avant. Et c'est vrai que ça a découlé sur beaucoup de projets, beaucoup de rencontres. Et ouais, ce voyage a fait beaucoup. Comment tu décrirais ton univers, ta pâte ? Très artisanal. Pas forcément dans le côté, quand on dit artisanal, on pense à la série, tout ça. Moi, artisanal, c'est plutôt d'aller vraiment rechercher les techniques ancestrales, d'utiliser des techniques anciennes qui soient genre vraiment juste tes outils, c'est tes mains. Et presque rien de plus, un couteau si tu veux, mais c'est vrai que j'utilise très peu d'outils parce que j'ai envie de vraiment mettre les mains à la pâte et mes inspirations sont beaucoup de l'Antiquité, beaucoup des poteries anciennes du Maroc, du Mexique. C'est des poteries très très brutes. Moi j'adore la terre et c'est vrai que je suis moins émail, couleur. Je suis beaucoup plus mettre de la forme plutôt que on dit on est soit de feu soit de forme, plutôt de forme moi. Et depuis que je suis à Marseille, on peut dire qu'il y a un petit côté méditerranéen, je pense, dans mes œuvres, ouais. Le côté aquatique. Aquatique, solaire. C'est sûr qu'avoir le soleil tous les jours, ça aide. Maintenant, on me fait souvent la remarque que j'utilise que de la terre blanche, alors que quand j'étais à Paris, j'utilisais que de la terre noire. Donc, peut-être c'était juste à ce moment-là, j'adorais la terre noire, c'est vrai. Et qu'au Mexique, il y a beaucoup de terre noire, c'est au Chiapas particulièrement. Mais je pense que c'est pas pour rien que j'utilise beaucoup de terre blanche, c'est plus lumineux et c'est vrai que ça a pas mal changé mes inspirations d'être à Marseille. Est-ce que tu peux me parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment ? Ouais, j'en ai pas mal. J'ai pas mal de projets en tête en ce moment. Le dernier qui vient de passer et que j'aimerais continuer, c'est les dîners à mon atelier. Donc là, on en a fait un fin janvier, avec la chef Marie Vial. Et scénographie par Alix Bortoli, qui est une amie de Paris. C'était toute une organisation du coup sur 2 soirs d'une collaboration entre une céramiste et une chef. Où on a mis un thème, donc le thème était les étoiles, donc ça s'appelait un dîner sous les étoiles. Les étoiles, ça pouvait être tout, les étoiles de mer, des étoiles dans le ciel, vraiment c'était assez large. Et donc on a réfléchi ensemble avec Marie sur un menu, et ensuite ce menu a découlé sur des assiettes. Et donc j'ai proposé 5 nouveaux modèles d'assiettes pour
pour exactement, on l'a vraiment fait ensemble. Moi, j'ai fait le design des pièces, mais je lui ai demandé, tu préfères quoi comme diamètre, de la chamotte ou pas. Donc, c'était vraiment une collaboration qui était géniale. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, travailler avec des chefs. C'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. Donc, c'est un beau projet et j'aimerais continuer ça dans cet espace qui marche très bien pour ça. Et pourquoi pas faire aussi d'autres sortes d'événements dans ce lieu, faire vivre le lieu, ça c'est quelque chose qui me tente bien. Et sinon, j'ai un autre projet qui va être début avril. Ça va être une exposition au couvent organisée par Mélissa de Studio BAM, qui fait des trucs géniaux. Et il y a une super sélection d'artistes sur le thème du rêve. J'ai commencé en fin 2020 à collaborer avec des chefs, donc c'était quelque chose qui me plaisait de faire des assiettes en fait, juste à la base c'était ça, parce que j'adore manger, je voulais trop manger dans des assiettes que j'avais faites. Et ensuite j'ai eu un premier chef qui m'a contacté, donc Gianmarco Gorni, qui était chef à l'époque au restaurant Goguette, qui était un super resto à Paris qui a fermé malheureusement. Et il m'a commandé 150 assiettes. Donc ça a été un premier projet qui était génial. Donc c'était vraiment une collaboration où on discute ensemble sur qu'est-ce qu'il te faut, contenant, contenu, et en fait on va créer ensemble des modèles d'assiettes qui seront en lien avec son menu, l'identité du restaurant, l'identité du chef. Donc c'est vraiment c'était drôle parce que moi du coup Gianmarco il me disait non mais moi je veux des trucs avec plein de coulures, je veux que ce soit le plus brut possible, et donc j'étais trop contente. Enfin, tous les chefs ont toujours une demande particulière, et donc cette demande était géniale pour moi. Et ensuite ça a découlé de d'autres chefs qui m'ont contactée. Donc maintenant je travaille pour 5 restos depuis 2021 où là vraiment je fais leur réassort, je suis leur céramiste, donc c'est génial. Quand ils ont un budget pour des assiettes, ils me contactent, et donc on réfléchit ensemble sur une nouvelle terre, un nouveau modèle. Enfin, ils se rendent compte que quand il sert ce plat-là, je pense que ça serait mieux que ce soit plus grand, et donc après je lui fais des propositions d'assiettes, et c'est super cool parce que c'est vraiment 2 métiers artisanaux, et ça fonctionne trop bien ensemble. Et je tombe toujours sur des super belles personnes, donc c'est vraiment un beau partage de métiers. Est-ce que tu peux les citer, ces restaurants ? Mes clients réguliers, vraiment très réguliers, ça va être Chocho, donc Thomas Chichholm, qui a fait Top Chef, qui a ouvert son restaurant Chocho rue Paradis à Paris. Et je pense que j'ai dû faire 10 modèles différents d'assiettes, et je pense qu'on doit être à 500 assiettes actuellement pour lui. Je travaille beaucoup pour Antonin Gérard de Panto Baguette. Dernièrement, j'ai travaillé pour Victor Mercier de Fief. Et il y avait eu pour Jaja aussi un restaurant de Mauro Colagreco à Paris. Et voilà, et Gianmarco, on est toujours sur le coup pour peut-être un prochain resto. Voilà. Et ouais. C'est marrant, il y a thématique Top Chef parce qu'ils ont... Thématique Top Chef, oui, complètement. Aussi. Pas fait exprès. Victor Mercier. J'ai 3 Top Chef, ouais, c'est marrant. C'est le réseau Top Chef. J'imagine qu'il y a dû avoir un petit bouche à oreille entre tous ces chefs. Tu disais que Marseille, ça avait permis de réaliser un peu tous tes rêves. Est-ce que tu veux préciser ? Mes rêves à l'époque, quand j'étais à Paris, c'était d'avoir déjà un espace où j'aurais la place. Et c'est vrai qu'à Paris, c'était plus compliqué. Enfin, moi, je débutais, j'étais dans mes 2 premières années, donc c'est vrai que je gagnais pas beaucoup d'argent. J'arrivais à en vivre, mais c'était plus difficile. Donc Marseille m'a permis d'avoir mon lieu. Je pensais pas du tout acheter, mais j'ai eu une chance de dingue. Ensuite, en second rêve, c'est de me donner de la confiance, je pense. Cette ville a réussi à me... Je pense parce c'est moins stressant, et il y a peut-être moins tout ce truc de concurrence, tout ça, que moi, j'avoue, j'aime pas trop. À Paris, j'étais vite à me
aller voir ailleurs, à me dire je suis moins bien, enfin c'était toujours dans la comparaison. Donc c'est vrai que arriver à Marseille, ça m'a permis de plus avoir ce genre de comparaison parce que tout le monde est super cool en fait. Genre, personne qui a envie de prendre le travail enfin même à Paris, mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde à Paris que donc avoir plus de temps aussi, d'être à mon rythme. Ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter à Marseille ? Moi, ce qui me rend fière, c'est de m'être écoutée et d'être partie à Marseille. Parce que Marseille te rend heureux. Je suis super heureuse d'avoir débarqué dans cette ville de fou et que j'ai l'impression que tous mes rêves sont réalisables ici. Et les Marseillais en sont pour beaucoup et cette ville en est pour beaucoup. Qu'est-ce qui te révolte au contraire ici ? Les poubelles, ça me rend folle. Là, hier, je vois un mec dans la rue jeter son papier par terre. Je comprends pas. C'est un truc, je pourrais m'engueuler avec eux, mais je sais que je gagnerais pas. Mais moi, je pense, c'est le truc qui y a des moments où je pète un peu un câble sur cette ville à cause des poubelles. Quelle relation tu entretiens avec les Marseillais ? Une bonne relation. J'aime bien leur sang chaud. Et c'est... on dit toujours ça. Marseille, on aime ou on déteste. Les Marseillais, c'est la même. On les aime ou on les déteste. Donc, il y a des moments où ça m'énerve parce que si t'es mal luné, c'est vrai que ça peut vite dégénérer. Mais sinon, non, les Marseillais sont sympas. Ils sont accueillants et c'est ça que j'aime avec eux. Enfin, là, quand j'ai emménagé dans mon atelier, les voisins, de manière générale, pas tous, c'est jamais toujours, mais sont venus me dire bonjour, me demander qui j'étais, qu'ils étaient super contents que je sois là, que c'était super qu'il y ait un atelier qui ouvre. Enfin, ça a été vraiment un accueil qui s'est fait au fur et à mesure, mais qui était vraiment sympa. Maintenant, enfin, je suis vraiment considérée comme la concierge vu que je donne sur la cour, donc tout le monde vient me raconter tous les petits potins, donc c'est marrant. Non, mais j'ai une bonne relation avec eux. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent ? Et plus qu'une figure, ça serait plutôt les Marseillais qui me fascinent. Par exemple, les Marseillais, quand je suis au Catalan, qui sont là, et tu sais qu'ils sont là depuis 50 ans, au même endroit, sur leur petite chaise, à papoter. Et pour moi, c'est assez inspirant de voir ça. Quels sont les endroits où tu te rends pour te ressourcer ? Je pense que ça va être la mer. Enfin, même c'est sûr. J'adore passer du temps au bord de la mer, dans la mer. C'est vraiment la chose qui me fait du bien. Partir à la Côte Bleue, plutôt, à Niolon ou la Redonne, et juste profiter de ces petits villages et de regarder la mer, regarder l'horizon. Quelles sont tes petites habitudes à Marseille ? En semaine, c'est assez la routine de partir de chez moi et aller à mon atelier parce que vraiment, c'est 15 minutes à pied. Aller à l'esplanade du Mucem pour regarder la mer encore. Aller voir les derniers expos au Mucem parce que vraiment, je suis juste à côté aussi. Ça peut être partir entre midi et 2 de l'atelier pour aller au cinéma Les Variétés. J'ai pas tellement de routine, enfin j'ai pas vraiment, je fais pas du tout tous les jours la même chose parce que je crois que j'aime pas ça. Et, donc je fais un peu tout, enfin je peux aller me balader, je peux aller juste aller voir la mer, enfin c'est vraiment des choses qui m'inspirent. Est-ce que tu as des bonnes adresses à me partager ? Ouais. Alors, dans le coin, je dirais, moi j'adore aller chez Étienne, donc l'institution marseillaise du panier où on mange des super pizzas et tout cuit au feu de bois. Et j'adore l'ambiance. Enfin, je m'entends super bien avec tout le monde là-bas, donc j'adore y aller. J'emmène toujours ma famille, tout le monde. Ma grand-mère, c'est genre son endroit préféré à Marseille, c'est chez Étienne. Enfin, sinon, je suis super contente parce qu'il y a un resto qui s'appelle Belle de Mars qui vient d'ouvrir
en bas de ma rue. Donc je crois que c'est au tout début de la rue de Forbin. Et c'est excellent. Vraiment, c'est l'ancien chef des bords de mer qui a ouvert son propre restaurant. Donc je crois que c'est son premier resto. Et c'est vraiment très très bon. Donc allez-y, je vous le conseille. C'est une toute nouvelle adresse, ça a ouvert il y a 2 mois, je crois. Donc ça c'est top. Sinon, qui pourrait aussi faire partie de mon quotidien, c'est la plaine. J'avoue que tous les soirs on se retrouve entre copains copines à la plaine. C'est au traquenard. C'est vraiment des coins que j'aime bien, où je sais que je vais toujours rencontrer quelqu'un. Cours Julien, la plaine. Enfin c'est vraiment une bonne ambiance. Le mieux c'est à partir du printemps où là tu sens que c'est parti, on va aller se baigner tous les soirs après le taf et on va se retrouver tous les cheveux mouillés, salés à la plaine le soir. Enfin, ça c'est vraiment une période que j'adore. Donc c'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Quelle est l'odeur de ton Marseille ? L'odeur de mon Marseille, ça serait, vu que je suis sur les quais, c'est la mer. Ça sent la mer, vraiment. Quel est le son de ton Marseille ? Le son de mon Marseille, ça va être un mix entre le Mistral, les gabions, et les arrivées des bateaux, les bateaux de croisière qui arrivent et qui font des petites annonces pour dire qu'il est temps d'embarquer. Ça c'est plutôt génial quand tu es en train de produire à ton atelier et que tu entends ça, c'est le son des vacances. Quel est le goût de ton Marseille ? Le goût de mon Marseille serait l'ail. Vraiment l'ail. Parce que à Marseille, on n'a pas honte de manger de l'ail. Et ça, j'aime bien. À quelqu'un qui n'a jamais visité la ville, comment tu lui décrirais Marseille ? Une ville où, si on vient emménager dans cette ville, il faut être aussi capable de s'adapter et d'avoir envie de changer pas seulement de décor, mais de tout, en fait, de manière de penser, de manière de gérer ton stress, de manière de pouvoir prendre du temps pour toi. C'est un tout autre rythme. Donc si tu viens emménager à Marseille, je te dirais ça. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais ? Tout un peu. Je pense que je regretterais tout parce que, quand on dit regretter tout, c'est si je quitte Marseille, c'est que j'en aurais envie de quitter Marseille. Mais je sais qu'on ne retrouve pas un Marseille ailleurs. Donc c'est un package. Et si je quitte ce package, c'est sûr que tu regrettes pas la totalité du package. Tu regrettes pas le petit coin. Donc ça serait tout. Est-ce que tu as une anecdote à me partager sur un truc qui t'est arrivé ici ? Ouais, alors une anecdote à Marseille, je pense toujours à ça, mais quand j'étais petite, je venais tout le temps, je venais des étés à Marseille avec ma famille, mes frères, et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert Marseille, donc je pense que j'avais 4 ans, et on avait un cochon d'Inde, et en fait, on séjournait à l'ancien bord de mer, donc c'était un vieil hôtel un peu dans le style Perron. Et on avait notre cochon d'Inde. Et sur la plage des Catalans, on venait toujours avec nos cochons d'Inde sur la plage, notre cochon d'Inde sur la plage. Et les enfants marseillais étaient complètement fous parce qu'ils pensaient que c'était un rat. Et l'anecdote qui est drôle, c'est que quand j'ai emménagé à Marseille avec mon copain, j'ai tout de suite eu envie d'adopter un cochon d'Inde. Donc on a un petit cochon d'Inde qu'on a amené sur la plage aussi. Donc c'était la petite c'est une petite tradition, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exactement. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour passer dans ce podcast ? Ouais, moi je pensais à Alicia et Guillaume de Memory. Parce que je les aime beaucoup et je trouve ça génial leur projet au pluriel, parce qu'ils ont tellement de projets différents et leur parcours est intéressant. Je les connais pas du tout. Et Memory, c'est quoi ? Memory Studio ou Memory Gallery, ou je crois qu'ils ont un 3e compte, c'est
Ils ont une marque qui est principalement vendue au Japon. C'est des habits où ils chinent des vieux tissus provençaux et ils en font du coup des super belles vestes ou pantalons. Mais génial! C'est trop beau, c'est vraiment super beau ce qu'ils font, avec des coupes très japonaises. Et à côté, ils ont une galerie où ils chinent souvent des très beaux meubles ou des très beaux luminaires. Et ils ont leur galerie, donc ils vivent dans leur galerie pour le moment. Donc, c'est leur appartement. Et donc, la dernière fois, quand je mangeais chez eux, c'était le canapé. Je crois que le canapé est parti depuis. Donc, c'est assez marrant comme concept. Est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeuristes de ce podcast ? Mon message que je ferais passer, je pense, c'est prenez le temps, en tout cas en tant que céramiste. Je parle pas au nom de tous les métiers, mais en tant que céramiste, prenez le temps de savoir ce que vous aimez, savoir aller vous former, aller voyager, découvrir des techniques. Je trouve que c'est ça qui est super intéressant. On a un métier de production qui est avec cette tendance en ce moment de l'artisanat. On peut en fait passer juste nos journées enfermées dans notre atelier à faire de la série. Et souvent ça finit pas très bien. Donc je dirais de partir, même voyager. Quand je dis voyager, venez voir Marseille, venez voir la mer, allez intéressez-vous sur quelle formation on peut faire, même juste en France, parce qu'il y en a beaucoup vers Poitiers, qui est un endroit où il y a beaucoup de céramistes, même dans la Drôme. Voilà, je dirais de faire ça, d'aller voir un petit peu ailleurs. Ça fait toujours du bien. Où est-ce qu'on peut voir ton travail ? On peut retrouver mon travail sur Instagram, donc c'est Simone Lou Ceramics. Et après, j'ai un site internet qui est simonelou.com. Pourquoi Simone Lou ? Pourquoi Simone Lou ? Parce que je m'appelle Lou Andrea Gabrielle Simone Thomas. Et ma grand-mère, du coup, s'appelle Simone. Et on a une super relation. Et du coup, j'ai fait le mix de ces deux noms, Simone Lou. Sauf que je trouvais que Simone et Lou étaient un peu trop les prénoms du moment. Donc j'ai décidé de mettre Lou, L-O-O, voilà, je saurais pas vraiment vous dire, mais je trouvais que c'était plus joli. Ça faisait un peu italien en plus. Simonello. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!